Si on réfléchit aux solutions, un des premiers réflexes, c'est de dire que les systèmes d'éducation, les institutions d'enseignement postsecondaire, c'est des grosses machines dans la plupart des cas. Tout à l'heure, on a eu l'exemple de la TELUC qui est peut-être une plus petite institution, mais il y a dans beaucoup de cas, c'est soit, par exemple, le système au secteur jeune, primaire, secondaire, c'est des grosses machines, tout ça, qui sont régies par des éléments politiques aussi. Puis pour les institutions d'enseignement supérieur, c'est généralement aussi des assez grosses machines dans lesquelles il y a des règles, etc. Comment on fait, c'est quoi les solutions en fait pour, ça peut être inspiré de ce que vous avez entendu aujourd'hui, mais ça peut être d'autres choses aussi. C'est quoi les solutions si demain matin, là, on avait moi, j'aime bien la réflexion de l'effet domino, mais ça peut être, vous n'êtes pas obligé de partir dans le premier domino en haut, là. Mais moi, j'aime bien l'effet de une des mesures qui va avoir un effet levier important et qui va avoir un impact à plus long terme, moyen terme sur d'autres aspects. Donc, quels seraient les éléments? Là, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, ça peut être des choses plus micro aussi, là. Mais quelles seraient les solutions à envisager, en fait, sur que vous voulez. Oui, je peux commencer. Mais aussi en basant sur les choses qu'on a entendues aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi un peu ça l'objectif du panel. Il y a, je pense, deux choses qui ressortent à mon avis, avec lesquelles, qui résonnent aussi avec mon expérience et ma compréhension des enjeux. C'est d'une part les ressources dans le sens humain, donc la communauté, donc que les personnes autochtones puissent se retrouver dans un contexte universitaire par exemple, où les personnes LGBT plus, etc. Donc là, cette idée-là qui est des groupes en fait, de communautés où les personnes peuvent se retrouver, mais peut-être aussi au-delà de ça, un système de mentorat par les pairs. Je pense que tout ça, ça brise aussi l'isolation dans le sens d'abord, je suis pas la seule personne à l'université et par extension, je suis pas la seule personne de ce côté à l'université qui rencontre certaines difficultés parce que c'est dur pour plein d'autres gens comme moi ici. Donc c'est un peu la normalisation de, du, du stress qui est rencontré, les difficultés qui sont rencontrées, le fait qu'il est aussi possible de les surmonter. Donc, en étant ensemble. Et je dirais, donc ça c'était pour l'aspect humain, et je dirais que ça doit s'accompagner d'un aspect matériel dans le sens d'allouer des espaces, d'allouer des locaux, d'allouer aussi des fonds. Parce qu'on entend beaucoup, et nos personnes étudiantes font énormément, c'est pareil à l'UQAM où moi je suis basée, font énormément de choses, mais d'un point de vue purement bénévole, et il y a évidemment il y a un enjeu matériel et financier là aussi. Donc je pense qu'il faut pas oublier ça. Donc je commencerai par ces choses-là, mais c'est pas du tout objectif. Moi, je fais des exemples concrets. Et par exemple, je sais pas pour des mecs, c'est intéressant, on a mené des consultations auprès des groupes autochtones cette année. Alors, des consultations publiques, même des retraites, où les gens sont sortis comme changés par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et puis, auprès des étudiants, etc. Alors, l'idée, c'est, ça, c'est au niveau macro, on pense au niveau grosse machine. Et on voit déjà comment est-ce que cette expérience, les gens qui ont participé, les installations, on pourrait dire comme ça, ils sont changés. Alors, c'est ça, des expériences d'éco-construction. Alors, l'idée, c'est de prendre ça pour essayer de modifier. J'espère que ça va être plus que les coutumes, que c'est qu'on prend le poche. J'espère qu'il va y avoir un changement aussi de l'autre côté. Mais puis après, il y a plusieurs projets dans notre direction, mais je pense une autre qui s'est appelée singulière, mais curieux, c'était comme des capsules vidéo qui sont faites par des jeunes qu'on appelle pluriculturels. Alors, il y a là l'enjeu des différentes cultures, des enjeux de genre, etc. Et ce sont des gens qui vont présenter, ils sont montés ces vidéos. On voit les trajectoires et la multiplicité dans l'université. Ils sont présentés, ce sont des gens qui deviennent en plus des jeunes, qui deviennent menteurs, ils présentent leur projet dans l'école, alors pourront plus inspirer dans ces sens. Alors, il y a d'autres ressources, des guides pour l'éducation antiraciste inclusive et interculturelle, par exemple, des guides complémentaires, où il y a toutes sortes de ressources et à nouveau qui donnent de la visibilité à différents trucs. Alors, ce sont des exemples concrets qui viennent de l'extérieur, qui s'insèrent au ministère. Je crois qu'il faut aussi penser à ça en collaboration, comme à l'extérieur des institutions, où
Par exemple, celui-là de Singulière mais pluriel, ça a été réalisé, financé par la même, mais par Culture pour tous. Alors, on voit à quel point il a mais comment est-ce qu'on peut travailler avec des entités, les communautés, c'est des gens qui sont à l'extérieur de nos institutions aussi. Comment est-ce que ça nous dit la vie dans nos institutions? Dans le fond, ce que j'entends de vos deux interventions, après ça, je vais laisser la parole aux autres, mais c'est beaucoup cette idée de l'aspect de l'importance de la communauté, soit à l'intérieur même des institutions, mais même avec. Donc, les écoles, les institutions ne devraient pas travailler en silo elles-mêmes non plus, ne devraient pas travailler en vase clos, mais même à l'intérieur des institutions, cette importance de communauté puis d'aspect relationnel aussi. Puis ça, des fois, quand on réfléchit à l'éducation, tout le monde sait que c'est important, mais c'est quand même pas la première chose sur laquelle on insiste quand on travaille en formation des maîtres avec les enseignants, par exemple, du primaire secondaire ou même à l'université où il n'y a pas nécessairement de formation pour devenir un enseignant ou une enseignante. Donc, je trouve ça intéressant. Je sais pas. Oui, OK, je vais y aller. Il y a beaucoup d'éléments qui me viennent en tête par rapport aux solutions, mettons, directes et rapides. On dirait qu'au niveau, si on parle à un niveau plus microsystémique, parce qu'on parle de la relation enseignant et élève, j'ai l'impression, là, je parle au niveau universitaire parce que je ne suis pas à l'université, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une réflexion au niveau de comment, je trouve qu'aujourd'hui, on a eu des très bons exemples des personnes qui ont annoncé leur position, qui ont annoncé c'était quoi leur expertise ou leur vécu en mettant un cadre de voici qu'est-ce que je connais et qu'est-ce que je peux vous offrir. Je pense que d'annoncer ça, de mettre carte sur table, ça va aider à ce que, en fait, à créer un climat, je pense, un petit peu plus inclusif ou du moins à mettre les gens un peu sur le même pied d'égalité. Et parlant de même pied d'égalité, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à revoir dans la manière dont on voit le rôle d'enseignant-enseignant, parce que moi, ce que j'ai réalisé à travers le temps, et c'est ce que je disais à mon collègue L'Oréal tantôt, c'est que je trouve que il y a un certain, il y a quelque chose, lorsqu'on est enseignante, on a énormément de pouvoir et on nous demande toutes sortes de questions qui est liées ou non à la matière et pour moi, ça me fascine. Et en ce sens-là, ce pouvoir-là qu'on a, il faut en faire un bon usage et on peut aussi le redonner aux étudiantes en demandant aux étudiantes vous, qu'est-ce que vous en pensez? Des débats très importants qui émergent en classe par rapport au thème ED, justement, par rapport à comment accompagner les gens qui ont des problèmes de santé mentale, etc., comme c'est en psychoéducation dans notre domaine, mais de retourner la question des étudiants, de penser aussi que les étudiants, elles peuvent contribuer au savoir parce que le savoir est continu, le savoir n'est pas figé. Puis en ce sens-là, de revoir un peu je pense la relation prof-élève, puis de comprendre le but dans ce quoi on met en scène, ça va pouvoir un peu nous aider à être un petit peu plus original, je pense, là, dans nos classes. Puis je pense au niveau, très simplement, au niveau macro-systémique, au niveau des politiques, il faut reconnaître les problèmes. Je veux dire, la première étape, c'est de nommer, d'avoir l'humilité fondamentale de dire, ben oui, il y a du racisme systémique. Ben oui, on a mal financé, on a mal vu nos budgets pour financer les organismes communautaires. Il y a des organismes communautaires qui sont au bord du gouffre. On peut penser aux organismes communautaires dans la Côte-des-Neiges qui ont besoin d'argent pour les migrants sans papier qui arrivent, les organismes comme Interlink qui n'avaient même pas encore jusqu'à il n'y a pas longtemps du financement pour assurer une ligne de nuit. Je veux dire, à un moment donné, c'est juste là, je sais que c'est très complexe, puis, mais de juste de reconnaître là où est-ce qu'il y a des besoins, est-ce qu'il y a des problèmes, puis de pouvoir les adresser. Puis sinon, peut-être moi, tu sais que je fais aux enseignements supérieurs aussi, c'est puis je l'ai dit tout à l'heure, là, ça serait fortement à l'avantage de l'institution là, au niveau de la réconciliation avec les autochtones ou peu importe quelle minorité que ce soit, là, mais de se mouler aux étudiants, d'écouter ce qu'il y a, parce que bien souvent, des étudiants qui vont, par exemple, prendre les devants là, pour réclamer certains enjeux. Si je pense par exemple à la faculté de droit, moi j'étais président du comité de droit autochtone, on a réussi à, grâce à une pétition, puis beaucoup de militantisme, à créer un poste de professeur en droit autochtone et à créer un cours pour former les futurs juristes
aux enjeux autochtones, ce qui n'était pas fait avant. Puis ça, c'est en mention sur le marché du travail, on dit que c'est ma pensée, là, mais l'avocat, bien souvent, il y avait un problème d'accès à la justice. On parle beaucoup d'accès à la justice dans la population générale, là, mais quand les questions d'agents autochtones, c'est trop complexe, ça répond au référé, puis bien souvent, une population qui n'était pas desservie au niveau juridique. Puis ça commence dès à l'université. Donc, si on commence, par exemple, à avoir des pratiques plus inclusives, non, par exemple, avec les politiques d'admission des étudiants autochtones, professeurs autochtones, où on reflète la minorité qu'on descend. Là, on commence à régler une partie du problème, soit qu'on reste sur le plus long terme. Donc, c'est ça. Par exemple, on m'a appris sur les choses tout en jeu, mais je pense que c'est l'appel à l'action 23-24 de la Commission Colombier. Parce que le commissaire vient de commander aux institutions supérieures de collaborer avec les institutions, par exemple, autochtones. Donc, c'est pas péter des nuages, c'est concret. Il y a toute la question du racisme systémique qu'il faudrait travailler aussi, mais ça me devient très politique. C'est là des personnes. Je pense qu'en fait, l'exemple que tu es en train de donner, c'est comment on peut faire dialoguer la question de la positionnalité avec les changements structurels nécessaires de la décolonisation du pays. C'est merci. Puis sinon, moi, j'avais une sous-question aussi parce que depuis le début, puis moi, ça m'a frappé aujourd'hui, mais c'est souvent dans le cas, c'est que souvent, on se questionne sur, à la fois sur notre positionnalité, si on est un enseignant ou une enseignante, ou sur la façon d'aborder ces thèmes-là, ou même sur l'importance de tenir compte de la décolonisation dans certaines disciplines ou champs. Mais il y a comme d'autres disciplines ou d'autres champs où c'est comme si ces affaires-là n'existaient pas, que c'est pas si important que ça, on ne devrait pas nécessairement tenir compte. En recherche, entre autres, dans certaines disciplines, il y a quand même une grosse polémique sur on devrait pas tenir compte de ces choses-là parce que bon, ça ne concerne pas, nous, on travaille avec des cellules et des choses comme ça. Mais moi, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Là, je suis vite, là, mais c'est juste parce que je sais pas si vous êtes pas obligé, c'est une question qui sort un peu de nulle part, mais je serais quand même intéressée de vous entendre sur ces questions-là parce que c'est votre intervention par rapport au droit ou peut-être que c'est une discipline où les gens disent ça me concernerait, ou en tout cas, mais il y a des disciplines qui sont peut-être encore plus campées que ça. Je serais vraiment intéressée de vous entendre parce que c'est une réflexion qu'on entend à la fois dans les institutions d'enseignement supérieur, mais même dans d'autres contextes, quand on travaille, quand on est un prof, je ne sais pas moi, qui travaille en sciences ou quelque chose comme ça, on a tendance à penser que ça nous concerne. Qu'avez-vous à nous dire? Je vois des gens qui sont j'ai quelque chose à dire. Non, allez-y. Mais donc, c'est ça, il y a plusieurs choses, mais une chose, effectivement, c'est je vais dire en même temps. Donc, je pense qu'une première chose, c'est pas nécessairement que le sujet de recherche, le champ de recherche dans lequel on se trouve doit porter sur des. Donc, par exemple, moi, je suis en philosophie. Bien sûr, il y a de la philosophie féministe ou de la philosophie sociale ou politique qui se prête plus facilement à traiter d'une matière. Mais en même temps, il y a le DI, c'est pas juste la matière qu'on enseigne ou la recherche qu'on fait. Donc, comme je disais, je pense que dès qu'il y a des personnes humaines dans l'environnement, on est concerné par le DI. Donc, qu'on soit dans un laboratoire scientifique, en physique, quelque chose de très science pure et dure, on va rester dans des relations interpersonnelles et bien sûr un système structurel aussi, qui va être plus ou moins réceptif et accueillant de certains types de personnes et d'identités. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut dire, c'est que tant qu'il y a des humains et on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais d'ailleurs, il y a aussi des problèmes mais on ne va pas parler de ça maintenant. Mais je veux dire, tant qu'il y a des personnes humaines dans des laboratoires, peu importe le sujet sur lequel ces personnes travaillent, je pense qu'on est par implication dans une dynamique d'équité, diversité, inclusion. Je pense qu'il faut aussi regarder que le DI, ça peut aussi être le fait que ce sur quoi on travaille va avoir un impact pour certaines communautés. Donc, je prends toujours l'exemple de personnes qui travaillent dans tout ce qui est technologie. En tant que telle, la technologie ne semble pas de prime abord être quelque chose qui concerne particulièrement les DI. Et en même temps, si on travaille sur des technologies qui vont rendre la communication assistée possible, etc., ça va avoir un impact. Donc, il y a plein de manières différentes de voir que le DI s'applique à des champs dont on n'a pas de prime abord. Bon, continuer vraiment dans le même sens. Je crois que ça reflète
me fait des pensées incessamment juste à rappeler nos pensées critiques par rapport à vivre en société. Alors, peu importe ce qu'ils ont fait, on va voir ça regard. Alors, on me dit, tu vas analyser n'importe quoi et tu vas aller voir des perspectives. Alors, peut-être c'est cette analyse critique, c'est vraiment la télévision et les colonisation. Et ça va nous permettre de pouvoir y penser qu'on a fait notre travail. Moi, je l'ai vu avant, j'étais dans la crise de la profession, vous voyez, par exemple, tous les processus d'évaluation des gens qui ont des problèmes ailleurs, par exemple, on risque le monde des 600 000. Alors, on voit à quel point tout ça s'est tenté par notre façon de les comprendre, par notre façon de voir c'est quoi l'évaluation, comment est-ce qu'on évalue, c'est quoi une bonne relation interpersonnelle dans les milieux de la santé, par exemple, ou dans les milieux de l'éducation. Alors, je crois que cette pensée critique, l'organisation, devrait faire partie de l'éducation. C'est la bien société. Ben, moi, je pense vraiment que l'argument de pas je trouve que c'est un peu plus que les sciences, on va dire, on parle de sciences nature, là, c'est sûr qu'on peut y aller de cas par cas, mais je trouve que c'est un peu de pas prendre compte les politiques adhérées dans des sciences, on va dire, plus naturelles ou plus qui parlent de cellules. Tout ça, c'est un peu un argument, c'est une pente glissante vers le statu quo, puis ça n'est pas surtout que si on pense de sciences naturelles, il y a un certain prestige ou une certaine importance qui sont accordées à ces sciences-là. Donc, je trouve que c'est un peu c'est une grande pente glissante pour moi et je trouve que c'est un peu dangereux de se démobiliser pour des arguments comme ça. Et de toute façon, dans des sciences, on va dire plus pures, où on parle, où est-ce qu'on traite de cellules, ou peu importe, même si on parle de la biologie pour la nommer, on reste dans des jeux de probabilité, on reste dans des jeux d'hypothèses. Je veux dire, à un moment donné, si on parle de différences, de moi, ce qui me vient en tête, c'est des différences hommes-femmes au niveau neurologique, au niveau on est vraiment, vraiment dans des jeux de probabilité qui sont pas tant set in stone, ou dur comme fer, si on veut. Mais non, bon, ça, c'est vraiment... Fait que je pense que de toute façon, la science est un exercice de probabilité et d'hypothèse, et en ce sens-là, il ne faut pas tomber faut pas se démobiliser pour autant. Je pense que les sciences sociales, elles sont extrêmement différentes de ça, puis on est encore plus dans de la probabilité que dans des hypothèses qui, des fois, sont un petit peu plus variables. Fait que, franchement, pour moi, c'est pas un argument qui est très, très... même scientifiquement parlant, c'est pas... ça me satisfait pas vraiment. Oui, ben, par exemple, moi, à l'exemple plus en recherche à la santé, là, où est-ce qu'on aurait peut-être l'esprit un peu plus étroit quant à l'inclusion de DI en général. Mais comme ça, on prend par exemple aux professeurs docteurs qui ont un grand savoir de médecine informatique. Pouvoir les inclure en pharmacologie, ou de ne pas nier ces savoirs-là, les inclure, puis aussi, toute une problématique liée à, par exemple, à certains autres professionnels où est-ce que, je pense, de l'ontologie des médecins, où est-ce qu'il y a un article qui proscrit le fait que les médecins doivent se plier à des pratiques de charlatan. Le problème, c'est que si on analyse de manière libérale, on peut inclure, par exemple, des guérisseurs, des communautés autochtones. On ne faudrait pas donc là, je crois que le lien est une solution en recherche plus en santé, plus tangible, puis là, c'est l'histoire qui nous le dit, là, mais il ne faut pas nier non plus l'apport des peuples, par exemple, autochtones à la médecine actuelle. Là. Donc, historiquement, on peut faire un pont avec ces savoirs-là. Puis, c'est juste un petit commentaire. En fait, c'est qu'on a vu, on voit très clairement l'apport de l'interdisciplinarité, de la multidisciplinarité, de faire dialoguer en fait les différentes disciplines et professions. Je pense que là, ce qu'il faut commencer à faire, c'est de faire dialoguer en fait les multiples savoirs. Ça va nous enlever bien plus fort en termes de connaissances.